Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de votre présence. Donc, avec la LICRA, donc organise ce bord de scène avec l'équipe artistique. Donc, nous devons remercier Alain Timard, le directeur du Théâtre des Halles, et toute l'équipe technique aussi qui nous accueille, qui nous font un grand plaisir de pouvoir rencontrer l'équipe artistique, donc le metteur en scène, Laurent Ménémier, et puis bien sûr le comédien, donc Stanislas Nordet. Alors, on va se présenter, Josiane, pour dire qui on est. Vas-y. Josiane Pioda, militante et bénévole, LICRA, commission culture à Lyon. Voilà. Et Jean-Louis Rossi, donc je suis responsable de la commission culture à Lyon, également la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme est présente à Avignon maintenant depuis presque une dizaine d'années. Et vous avez vu dans notre plaquette que nous soutenons donc les compagnies sur des thématiques cette année. Depuis l'an passé, nous sélectionnons des spectacles et des compagnies sur des thématiques. Et ensuite, nous accompagnons par des bords de scène, comme ici ce soir, les spectacles qui ont été choisis. Donc les thématiques, c'est résistance, colonialisme, l'exil et le féminisme. Donc, vous voyez, 4 thématiques avec donc des débats. Le prochain, donc, c'est le 17 juillet, c'est demain. Ça sera le débat sur l'exil et qui va se passer au théâtre le 11. Donc, je vous invite. Et puis, surtout, nous aurons le 19 juillet la rencontre avec Barbara Cassin, donc de l'Académie française, donc qui sera animée par notre président culture nationale, donc Abraham Benjo. Et le 18 à la Scala sur le spectacle Gisèle Halimi, avec une autre équipe militante de la LICRA. Alors, pourquoi ce bord de scène aujourd'hui est important pour la LICRA? Évidemment, donc, Henri Allègre et la question, écrite pendant la guerre d'Algérie. Pardon? Pardon, ah oui, monsieur. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Vous arriviez juste après. Voilà, vous arrivez juste après. Voilà, donc je disais, pour la LICRA, ce texte et cette pièce est importante. La guerre d'Algérie, donc Henri Allègre, donc il dénonce la torture, bien évidemment, voilà, il dénonce la torture, qu'il a subie lui personnellement, voilà, mais au nom de toutes les victimes, mais aussi au nom des tortionnaires. Donc il dénonce les tortionnaires dans ce texte. Il parle aux tortionnaires donc d'hier et d'aujourd'hui. Donc ça c'est important. Ce texte a une portée universelle. Donc, parce qu'il délivre un message donc, de paix et de fraternité, mais aussi de vigilance et de mémoire. Alors la mémoire, la question de la mémoire à la LICRA, c'est très très important, donc, puisque nous intervenons énormément dans les établissements scolaires. Et voilà, la question de la mémoire, elle revient sans cesse. On rappelle effectivement les périodes difficiles que nous avons connues. Ensuite, nous faisons un travail de prévention de déconstruction des préjugés. Et puis, on accompagne les adhérents, les participants dans le domaine du sport, de la culture, mais aussi sur l'alerte sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la vigilance sur les messages de haine qui sont portés sur les réseaux sociaux. Voilà, donc l'importance de ce texte et de ce spectacle. Alors, nous accueillons aussi... Alors, il se trouve que la Ligue des droits de l'homme soutient également ce spectacle. Voilà. Donc, on l'a su un petit peu tardivement. Et néanmoins, donc, nous avons invité le représentant, voilà, qui est ici présent avec nous sur le bord de scène, Monsieur Damani. Monsieur Damani, donc, voilà, juste rapidement, vous êtes responsable au niveau de la région PACA, c'est ça? Je suis le président de la section Avignon-Orange-Carpentras, donc de la région. Voilà. Alors, on va vous présenter les artistes. J'espère que... Stan va arriver, mais... Voilà. On peut comprendre. On le comprend, oui. Donc, je vais vous présenter Laurent. Laurent, donc, qui est metteur en scène. En 2011, vous avez fondé la compagnie Forget Me Not. Oui, c'est ça. Voilà. Associé, donc, vous êtes associé au Théâtre Le Canal. J'étais, oui. Vous étiez au Théâtre Le Canal, oui. Scène conventionnée de Bretagne. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je suis en compagnie. Voilà, en compagnie, on fait comme toutes les compagnies, on fait des ateliers, on essaye de monter difficilement des spectacles, de trouver de l'argent et de les jouer. Ah oui, c'est juste. Alors, voilà.
Oui, donc ah oui, il faut le mettre comme ça. Je suis pas habitué. Ouais. Et donc on est, ben voilà, on est en compagnie, donc on fait des ateliers, des interventions au milieu scolaire, on essaye de monter des spectacles, de trouver de l'argent, et de jouer les spectacles. Voilà. Et moi j'ai un parcours d'acteur d'abord, j'ai beaucoup joué pendant 15-20 ans, et puis après il y a une dizaine d'années, je faisais pas mal de spectacles à la prison des femmes de Rennes, et petit à petit, ben, j'ai fait des spectacles avec des vrais des acteurs et des actrices. Voilà. Et là, c'est mon 5e spectacle. J'y vais très tranquillement. Oui. Voilà, donc nous accueillons Stanislas Nordet, donc comédien de ce magnifique spectacle. Nous vous remercions tous les deux d'avoir accepté l'invitation. De la LICRA, quand même, c'est quand même vachement sympa dans ce lieu. Et puis alors après ce spectacle, on va en parler. Hein. Vous avez des questions à nous poser à la fois aux artistes, sur le spectacle, mais aussi sur le contexte hein, que nous allons évoquer maintenant. Donc Stanislas Nordet, vous êtes passé par un paquet de théâtres nationaux. Hein, c'est vrai, beaucoup de théâtres nationaux. Le dernier en date étant bien sûr celui du TNS de Strasbourg. Alors vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes aussi formateur, comme Laurent. Vous êtes formateur et je crois que c'est très important pour vous cet axe de formation. Hein, je crois le savoir. Mais vous pouvez compléter si vous voulez. Ah oui, je complète. Alors bonjour. Oui, j'ai beaucoup de casquettes. C'est toujours bien d'avoir plein de casquettes. Ça enlève de la pression. On est parfois un peu acteur, parfois un peu prof, parfois un peu metteur en scène. Et j'ai surtout monté des textes contemporains aussi parce que j'aime bien ce qui s'écrit aujourd'hui. Et j'aime bien les langues aussi. C'est la littérature qui me touche. Et d'ailleurs, le texte d'Alleg, finalement, quand Laurent me l'a proposé, ce qui m'a décidé, c'est pas le sujet d'abord, c'est la langue d'abord, la poésie, la poétique. C'est-à-dire que je trouve que on touche au cœur quand aussi la littérature est au centre. Et c'est intéressant parce que j'ai lu tous les textes d'Alleg pour préparer le spectacle. Et la langue qu'il utilise dans la question n'est pas la même que celle qu'il utilise dans les autres livres. Après, il y a une économie qui est très très différente. C'est une langue beaucoup plus sèche, beaucoup plus droite, beaucoup plus retenue comme ça. Et c'est vrai que c'est bien sûr tout ce que dit la question, mais aussi la façon dont il écrit, quoi, qui moi me touche profondément. Oui, alors on a quand même noté en étudiant un petit peu vos dossiers perso. On a préparé un petit peu. Donc, vous avez quand même une complémentarité tous les deux. Vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. Vous avez monté plusieurs spectacles, je crois 5 ou 6 projets. Et donc j'ai travaillé avec Laurent, voilà. A été mon acteur dans 5 ou 6 spectacles. Voilà. Dans Incendie de Wajdi Mouawad, dans Cri de Laurent Godet, dans La puce à l'oreille de Feydeau, absolument. Et je ne sais plus quoi d'autre. Ouais. Électre, voilà. Ouais. Mais il y a aussi une chose qui vous réunit, qui vous rassemble, c'est la question de l'écriture contemporaine. Vous êtes tous les deux donc concentrés sur l'écriture contemporaine. Moi, j'ai rien contre les classiques, mais disons que je trouve toujours que c'est plus fort de parler avec les mots d'aujourd'hui, d'une certaine manière. J'ai jamais tellement cru au fait que, par exemple, je sais pas quoi, quand un metteur en scène monte les Perses d'Échille et puis qui dit, voilà, ça parle de la guerre en Irak aujourd'hui, je sais pas quoi. J'y crois pas. Je trouve que ça parle de ce qui se passait à l'époque, quoi. Donc j'ai toujours aimé les textes qui s'écrivaient maintenant, voilà. Et puis ça parle aussi de choses dont on ne parlait pas avant. Le projet que je fais à la rentrée, pour vous donner un exemple, c'est Christine Angot, le voyage dans l'Est. Bon, voilà, c'est un texte d'aujourd'hui sur l'inceste. Il n'y a pas de texte comme ça qui ont été écrits il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Voilà, donc par goût et par militantisme, moi j'ai toujours privilégié les écritures contemporaines. Ceci dit, je suis né au théâtre, dans le Festival Off, il y a 30 ans avec la dispute de Marivaux. Donc voilà, je ne suis pas dogmatique non plus. Il y a des magnifiques textes d'hier, mais par plaisir, j'aime bien monter les textes d'aujourd'hui. Oui, mais les textes d'aujourd'hui, parce qu'ils parlent de l'actualité, ils parlent d'aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça qui est important, quoi. Mais il y a aussi un truc alors qui nous a un petit peu titillé, c'est le positionnement du spectateur. Alors ça, vous êtes plutôt pour un spectateur-acteur, il me semble, non?
vous préférez le positionner en tant qu'acteur penseur ou bien quand... Non, mais en fait, l'idée, c'est toujours quand on monte un texte qui interroge le spectateur. Le spectateur devient acteur et pas consommateur du truc. C'est toujours ça. Ça marche ou pas? C'est toujours ça mais qui est difficile à faire, en fait. Mais ça dépend du texte, de la manière dont on le propose, de quelles questions on soulève et comment les gens ils commencent le spectacle comme ça et puis peut-être ils finissent comme ça. Donc voilà, c'est ça le truc. Ça, c'est pas de moi, en plus, c'est de Stan. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a plein de gens qui tentent de proposer des choses où ça interroge, ou peut-être il y a des gens qui sont pas d'accord, ou que ça va. Des fois on voit un spectacle où ça nous énerve, et en fait souvent ces spectacles nous font réfléchir, et à partir de là c'est ça qui est intéressant. Ou alors on monte des spectacles et puis on rigole et on part, et pourquoi pas, et c'est très bien. Mais après ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'on va vivre, ce que vivent les gens au présent. Et des fois, ils disent, mais je déteste ça, pourquoi ça m'énerve qu'ils disent ça, mais c'est complètement con. Et puis après, il dit, ah oui, mais si, il rigole. Et à la fin, il vient me voir et puis ça discute. Et généralement, ces spectacles, ça forge quelque chose, un souvenir. Et on ressort de la salle avec peut-être un truc en plus. Et ça, c'est pas mal. Et je dis pas que j'y arrive, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, j'adore aller. Voilà. Non, vas-y. Non, mais. Non, c'est aussi, par exemple, le spectacle que vous venez de voir, c'est typique de ça. C'est-à-dire que quand je suis au plateau, je sais que vous m'écoutez et je sais que, vu le contenu, vous êtes obligé d'être quelque part par rapport à ce texte. C'est-à-dire que ça fait voyager parce que ça nous concerne. Je travaille encore une fois en ce moment sur le voyage dans l'Est de Christine Angot et on pense à ça tout le temps, c'est-à-dire que cette question-là de l'inceste, qu'on l'ait vécu, qu'on ne l'ait pas vécu, qu'on ait peur de la vivre, qu'on se pose des questions sur son rapport avec ses enfants, sur les autres avec son rapport, tout d'un coup il y a quelque chose qui circule dans le public. Voilà. Ce qui n'est pas exactement la même chose si on fait Fédo, et c'est formidable. En France, on a cette chance aussi d'avoir un théâtre qui va, on peut un soir aller voir un Fédo et le lendemain aller voir la question. On a de la chance pour ça, choisir cette chose-là. Mais c'est vrai que moi, je respecte le théâtre de divertissement, mais je sais que je me suis toujours battu plus pour un théâtre de divertissement de la pensée, on va dire. C'est un théâtre qui fait que quand on sort, il s'est passé quelque chose, on n'est pas exactement au même endroit dans la pensée qu'en entrant. Je sais pas, l'autre jour, je suis allé voir je vous conseille, dans le off Lorraine Marx, Pour un temps soit peu, par exemple, au 11. Et ben, je suis pas sorti exactement au même endroit que quand j'étais entré sur les questions qu'elle développait. Et du coup, voilà, au-delà de j'aime pas ce que je vois, ce que j'entends, il y a quelque chose qui me fait grandir, voilà, pendant la représentation. On va vous le laisser pour vous deux là-bas. On avait envie de poser une question au metteur en scène, à Laurent Méninger. Sans trop d'indiscrétion, comment avez-vous rencontré le texte d'Andry Alleg, vos motivations personnelles pour le mettre en scène? Ce texte qui était écrit avec une précision si clinique, donc c'est un acte d'accusation de ces tortionnaires, mais un texte qui s'en tient juste à la perception des sens, sans aucun commentaire, sans analyse psychologique. Vous aviez insisté dans une interview sur les conditions dans lesquelles Andry Alleg avait écrit ce texte et son rituel d'écriture qui s'était imposé en question. Donc la question, ça regroupe un peu ces deux thèmes. Comment montrer l'insoutenable au plateau, mais aussi la force mentale et physique de résistance d'Alleg. Oui, ben, en fait, c'est une rencontre. Hein. Je faisais un spectacle avec Jean-Louis Jourdain et au détour d'une conversation, on parlait de la guerre, il me dit « T'as pas lu ce texte ?» Je dis « Non », il me dit bah, « C'est une sacrée connerie, lis-le. » Donc, je l'ai lu et effectivement, simplement, c'est une rencontre. C'est un texte qui m'a ému, c'est un texte qui m'a parlé parce que j'ai un oncle qui a fait l'Indochine, j'ai un grand-père qui a fait la guerre, donc c'est des choses personnelles, c'est une rencontre, mais jamais je m'étais dit que je le montrais, et je sais pas pourquoi, en 2017-18, je sais pas pourquoi, on faisait le Festival d'Avignon, je me dis, mais oui, mais mon sang, moi, j'ai envie de le faire entendre, ce texte. Ça part de là, d'une rencontre, d'une lecture. Et après, ce que j'ai aimé dans le texte, bien évidemment, c'est ce qu'il dit, mais c'est surtout les valeurs, c'est-à-dire
sont des hommes et des femmes, et il y en a toujours, et il y en aura encore, et il y en a, mais qui sont dans une histoire où d'abord, c'est pas spécialement l'argent qui est là, mais ce sont les valeurs, les idées, et c'est jusqu'au boutiste, parce que pour ces idées, ils vont se lever, et jusqu'au bout, debout et pacifiquement, ils tiendront face à tout. Donc c'est ça qui est beau dans ce texte, c'est comment, au fur et à mesure qu'on avance, sa volonté se forge face à la violence, et plus il y a de la violence, plus il décide de résister, plus il décide de résister, plus les autres sont violents, et en final, c'est ça qui est beau, c'est un texte de Sartre qu'on nous a parlé, c'est la réponse, c'est qu'il gagne. Parce que le texte est toujours là, parce que il aurait pu mourir, mais il n'est pas mort, parce que, en final, Ossarès et compagnie, au bout d'un moment, ils ont dit ce qu'ils avaient fait. Ça n'a pas solutionné le problème des guerres, et ça ne le solutionnera pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on est plein de petits Allègues, eh ben, si un jour il faut se lever, on se lèvera, et ça, c'est intéressant. Moi, je voudrais poser une question aussi bien à Laurent qu'à Stanislas. Ce texte est un texte très fort que j'ai lu il y a, moi, étant directement concerné par ce problème, puisque je viens d'Algérie. Donc la question de la torture, y compris dans ma famille, c'est quelque chose dont on a parlé. Mon père, notamment, qui a été arrêté en pleine bataille d'Alger. Donc on sait. Mais ce texte-là, donc je l'ai lu il y a très très longtemps, et puis évidemment, on savait. Mais là, la façon dont il est rendu, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, un texte qui est très très dur, mais qui en même temps, aussi bien Stanislas que Laurent, évidemment, le rend d'une façon, mais alors là, qui nous prend aux tripes, même si on est effectivement averti qu'on est. Voilà, je voulais dire ça. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est... Moi, c'est des questions que je me suis posées toute mon adolescence. Alors moi, c'était par rapport à ma génération, c'est qu'est-ce que j'aurais fait pendant la guerre 39-45? Est-ce que j'aurais été résistant? Ouais, j'aurais été résistant. Ouais, mais hein, est-ce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive quand on est monsieur ou madame n'importe qui et que le poids de l'histoire nous tombe sur la figure, comme ça arrive tout le temps, comme ça vient d'arriver en Ukraine, comme c'était arrivé en Yougoslavie. Moi, j'ai des copains croates, la guerre leur est tombée dessus. Du jour au lendemain, tout d'un coup, ils sont face à quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Ils sont face à la barbarie. Ils peuvent devenir eux-mêmes des barbares. Ils peuvent... Voilà, c'est toutes ces situations-là. Alors, en même temps, ce qui est intéressant chez Allègue, c'est que c'est pas non plus monsieur n'importe qui. Hein, c'est-à-dire que c'est un militant. C'est quelqu'un qui est éveillé. Quand on prend toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, bon, bah, voilà, c'est pas n'importe qui a résisté aussi. Hein. C'était des gens qui avaient déjà une conscience, pour la plupart, en tout cas tous ceux qui ont été les plus, on va dire, structurants. Donc, moi, c'est ça qui me plaît dans ce texte, c'est que c'est pas un texte écrit par Faulkner ou Hemingway ou je sais pas quoi. C'est un homme, un journaliste, qui arrive à trouver les mots, les images, pour raconter ce qui lui est arrivé à lui, homme presque ordinaire, dans une situation tout à fait extraordinaire. Et évidemment, je trouve qu'une des forces du texte, c'est aussi que c'est pas un texte qui dit ces salauds de para, etc. C'est un texte qui est dans le détail, qui décrit ce que d'autres ont appelé la banalité du mal, hein, finalement, c'est-à-dire, voilà, comme il le dit, les pinces électriques, c'est les pinces qu'utilisent les ouvriers des lignes téléphoniques, etc. C'est-à-dire que c'est avec presque rien, et puis comment les choses basculent. Et je pense que la force de ce texte, et la difficulté de le mettre en scène et de le jouer aussi, parce que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce que ça peut être atroce, ça peut être un spectacle horrible. C'est-à-dire que si vous en faites trop, c'est horriblement complaisant, etc. Si vous en faites pas assez, c'est froid, etc. Donc en fait, tout le boulot qu'on a fait ensemble était d'être sur cette ligne fine, claire, d'équilibre, mais qui est finalement cette ligne de l'humanité aussi, me semble-t-il. Cette ligne, voilà, on est tous sur un fil et dans des situations comme ça, qui sait
où ça bascule. Voilà, qui sait, ta femme, ou ton fils se prend une bombe dans la rue, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Voilà. Et comment est-ce qu'on résiste à cette barbarie qui est en nous? Voilà. Comment est-ce qu'on la dompte? Comment est-ce qu'on travaille avec? Moi, ce qui me touche le plus dans le texte, c'est les moments plus... par exemple, le moment où il y a les deux jeunes qui ouvrent la porte. Il y en a un qui dit « c'est horrible, n'est-ce pas ?» L'autre qui dit « c'est terrible ». Et puis ils ferment la porte et puis ils s'en vont. Ça, pour moi, par exemple, c'est presque le pire, quoi. C'est pire que ceux que les devises, etc. Donc, je crois que c'est ça la force de ce texte. Après, c'est toujours la force du témoin aussi, hein, c'est-à-dire que, en gros, on est en train de dire ce texte parce qu'il y a un type qui, à un moment donné, n'a pas parlé, a tenu, miraculeusement n'a pas terminé comme Odin, et puis qu'il y a un Jérôme Lindon derrière qui édite ça, il y a des gens qui derrière se battent, le ventre sous le manteau, etc. Et puis après, il y a des gens qui décident de le porter au plateau. Voilà, mais moi je crois énormément à cette force-là, mais encore une fois par la littérature. Parce que le témoignage journalistique n'est pas le même que le témoignage littéraire. C'est pas du tout la même chose. Ce qu'on lit dans le journal, 2 jours après, on l'a oublié. Ce qui est écrit, ce qui est dessiné par l'art, par la littérature, je sais pas, Guernica, ce que vous voulez, mais voilà, ça pose des choses qui restent, quoi. Ouais, mais de toute façon, en parlant de la littérature, effectivement, et de Jérôme Lindon, il a édité à cette époque-là, il a eu le courage d'éditer des écrivains, des témoins qui utilisaient cette écriture sèche, minimaliste. Ça a été l'un des premiers. Vous parlez maintenant, aujourd'hui, puisqu'on est dans l'actualité, de Christine Angot, mais on s'est posé la question avec Jean-Louis, je reviens un petit peu là-dessus, sur cet extraordinaire travail d'arriver sur scène il y a une chose épouvantable et vous le faites comme ça, c'est sec, ça se traduit pas par de l'émotion, ça se traduit, c'est factuel. C'est un travail fabuleux et on voulait savoir comment vous aviez pu réussir à éviter tout ce sentimentalisme qui aurait pu accompagner cela. Parce que ça s'impose. Parce qu'autrement, les gens vont partir. C'est le travail qu'on a fait en répète, c'est-à-dire que Stan, il partait au plateau. D'abord, il y a 2 choses. Il y a le fait que, quand même, c'est une adaptation. On n'a pas monté toute la pièce, c'est-à-dire on a vraiment travaillé pour que ça soit vraiment pour le théâtre. Donc Stan, quand même un lecteur est formidable, un grand metteur en scène. Avec moi, on a éprouvé au plateau. On se retrouvait, on se disait non, ça il a déjà dit. Tac, on peut peut-être, on le met de côté. Est-ce que ça marche? On y allait, etc. Donc on avançait petit à petit. Et deuxièmement, on a vite senti que si on était dans l'incarnation totale de ce qui est dit et fait, ou la représentation même de ce qui est fait, ça peut pas marcher, puisque on se dit c'est pas vrai. Alors que le suggérer, enfin simplement le dire, vous laissez faire le cinéma, et justement ne pas impacter sur vos émotions par trop d'émotions de Stan, c'est-à-dire vous laissez les vivre, les imaginer, les ressentir, c'est plus fort, mais c'est très très dur à faire. Et c'est ça qui est super dans tout la danse de Stan sur le plateau. Parce qu'il faut savoir que le plateau, c'est une pente en vrai. Il est toujours, voilà, en reflet, déséquilibré. Donc il y a aussi ce mouvement, cette danse, etc. avec ce texte. Il y a les rideaux qui accompagnent. Et donc voilà, c'est plus on ouvre la porte, il ouvre la porte, Stan, et puis vous, si vous voulez, vous rentrez et hop là. Donc c'est ça le truc. Après, je pense que les 2 choix qui étaient très importants dans le travail de Laurent, un, c'était que ce soit pas un lieu réaliste, c'est-à-dire que ce soit pas une cellule de prison, vous voyez, avec des murs, avec machin, etc. et tout ça, parce qu'il y a quand même quelque chose il parle tout le temps du réel, de l'irréel, du cauchemar. Il est brouillé sans cesse. Est-ce que ce qui m'arrive va s'arrêter, etc. Donc l'espace mental presque dans lequel Laurent a voulu situer ça. Et c'est vrai que la question de l'économie du spectacle, elle était très intéressante parce que en répétition, on a travaillé plus de textes, si vous voulez. Il y a 1 ou 2 séances de torture en plus dans le livre. Et on se disait que
au plateau, c'était trop. C'est-à-dire que quand vous lisez le bouquin, vous pouvez, sur les 4 séances de torture, reposer le bouquin à un moment donné, le reprendre plus tard. Et à chaque fois qu'on arrivait à la 3e séance de torture en répétition, il y avait quelque chose en nous qui disait c'est trop, c'est suffisant ce que le public a déjà entendu. Et on a travaillé beaucoup finalement sur ce. À un moment donné, on avait peur, on s'est dit mince, le spectacle fait qu'1 heure, 1h05, c'est pas assez. Et en même temps, à un moment donné, on a trouvé, et ça, je pense que c'était un des cœurs de la réussite de ce qu'on a fait, on a trouvé l'économie du temps juste. C'est-à-dire que pour le théâtre, voilà, on a dit tout ce qui était nécessaire. À la lecture, on peut aller plus loin encore une fois. Donc je pense que moi, c'était ça les 2 clés, c'est les choix que tu as fait en scénographie. Et puis Lynn Renaud, ma petite folie. C'est-à-dire, voilà, l'espèce de... La chose comme ça de l'horreur de... alors, c'est pas parce que Lynn Renaud, elle était en train de torturer avec les gens, hein, du tout. C'est en lisant tu l'as dit peut-être déjà, en lisant des témoignages de gens qui avaient été torturés. Il y a des soldats, des gens qui ont été torturés qui disaient que dans les haut-parleurs, ils avaient entendu cette chanson de Ma petite folie chez les paras, etc. et tout ça, pour pas qu'on entende les gens crier, quoi. Ils mettaient à fond la radio, quoi, ou je sais pas quoi. Donc, non, voilà, pour qu'un spectacle, en général, quand un spectacle est un peu réussi, c'est qu'on a réussi à éviter tout un certain nombre d'écueils, voilà, de ne pas tomber dans des pièges. Et dans la manière dont je le joue, j'ai essayé des choses très différentes en répétition. Et parfois, je faisais des choses très froides. Et Laurent me disait, c'est trop froid, ça. Parfois, je mettais plus d'émotion. Il me disait, ah non, il y a un peu trop d'émotion. Donc, en fait, c'est comme quand on règle le volume, si vous voulez. Et ce qui est passionnant à faire, c'est que c'est jamais gagné, du coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y vais, tous les jours, ça tient à tellement peu de choses que c'est très intéressant pour moi comme acteur parce que je m'ennuie jamais, parce que voilà, c'est jamais fait. Parce que il y a des trucs qui m'arrivent aussi. Quand vous dites un texte comme ça, il y a des trucs qui vous submergent. Moi, à la fin, là, quand il dit... quand il croit qu'il va se faire exécuter, qui dit mais au moins j'étais exalté par le combat que j'avais livré, que j'allais mourir fidèle à mon idéal, à mes compagnons de lutte. Moi, si je me laisse aller, j'y reste tous les jours. Hein. Ça m'émeut tellement, ça. Mais donc ça c'est comment on travaille avec ça pour pas aussi que sa propre émotion vienne mettre ses grosses patounes sur celle du public, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui est important, quoi. Parce qu'il faut vous laisser de la place. En fait, il faut vous laisser de la place pour entendre, pour voilà, et même sur ce spectacle de la place. Moi, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui sortent, parce que les images sont tellement insupportables. Moi, je m'attends toujours à ce qu'il y ait des gens qui disent non, mais attends, là, moi, ça suffit, là, je veux pas en entendre davantage. Pas contre nous, mais voilà. Alors moi, j'avais eu cette impression après avoir lu le livre et me dire, je vais voir la pièce, comment je vais résister à ça. J'avais envie juste de citer un petit peu pour l'acte de résistance, de tenir, ce qui était un merveilleux exemple. Le nageur de Pierre Assouline, il y avait quelques lignes, parce que le temps va nous manquer, on va vous laisser la parole après. La nuit est là, parfois Alfred glane des mots qu'on ne lui a pas enseignés, au détour d'une conversation entre les maîtres, donc à Auschwitz, malgré la présence des esclaves, des mots échappés à leur destinataire. Stéhen est de cela, un mot puissant qui a la vertu de signifier à la fois tenir, se tenir, résister. Un mode de survie dans une usine de mort. Donc, ce mode de survie qu'a adopté Alleg, en fait, c'est vraiment dire je vous ai eu, je vous ai bien eu. Oui, d'une certaine manière, oui. Je ne sais pas s'il il les a eus, mais ce qui est beau, c'est que ses convictions l'ont emporté. Ça, je trouve que c'est génial. Ça donne de l'espoir. Même si c'est terrible ce qu'il dit, je sais pas pourquoi. Il y a plein de gens qui disent, ça donne la pêche. Ah bon, je dis, c'est bizarre, je ne saurais pas que ça donne la pêche. Mais... Il n'était pas dupe non plus
du fait qu'il était privilégié, lui. C'est-à-dire que, étant directeur d'Alger républicain, il sait d'une certaine manière que, en dehors, ça se mobilise, peut-être, etc. Faut pas oublier qu'avant lui et pendant, tous les musulmans, les Algériens qui sont torturés, dont personne ne parlera jamais, dont les noms ne resteront pas. J'aime beaucoup ce moment au départ, au début du spectacle, où je cite les jeunes femmes, Jamila Bouhired, Eliette Lou, Colette Grégoire, etc. Parce que c'est aussi, et Aleg c'était marrant, avant-hier, il y avait Laurent Heinemann qui était là, et Laurent Heinemann, c'est un réalisateur qui a fait le film La Question en 1978 avec Jacques Denis et Nicole Garcia, un film, et il racontait qu'au moment où il va voir Aleg pour lui dire « je veux faire un film avec », Aleg lui dit « non, je suis pas un héros, je veux pas que vous fassiez, je veux pas qu'on m'héroïse. Je suis celui qui, à un moment donné, prend la parole et fait entendre que ça existe. Mais il y a tous ceux qui sont morts, dont on parlera jamais, et qui sont morts totalement anonymement. Donc c'est ça aussi c'était un type assez formidable, hein. Aller regarder Aleg, toute l'histoire d'Aleg, et puis il s'est battu toute sa vie après, il a raconté ces histoires-là, c'était un militant, quoi. Je propose il nous reste pas beaucoup de temps, qu'on vous laisse un petit peu poser les questions qui vous viennent à l'esprit au metteur en scène, à l'acteur, à Monsieur Damani, à nous-mêmes. Le micro peut circuler, je vais vous l'amener. Bonjour. Ça marche? Il faut parler près de la bouche. Ah ouais, très bien. Bon, merci beaucoup, c'était un formidable moment. Est-ce que les noms qui sont donnés sont les noms des vrais tortionnaires? C'est les vrais noms? Bah oui, et moi j'ai fait un travail parce que ce qui m'intéressait c'était... Alors on sait que les amnisties générales, etc. Mais moi j'ai été googlisé, comme on dit, tous les noms après, c'est-à-dire Lorca, Devis, Charbonnier, Hérulin. Ce qui est terrible, c'est que non seulement ils n'ont pas été sanctionnés, mais qu'après, ils ont tous été décorés pour d'autres faits de guerre ensuite. Ils ont sauté sur Colvézi, etc. Donc non seulement ils n'ont pas été sanctionnés, mais en plus, ils ont tous, après ça, ils obtiennent croix de guerre, machin, etc., etc. C'est assez dingue, hein, quand même. Donc oui, c'est tous les vrais noms. Mais il y a une édition. Oui, c'est ça. La première édition, comme c'était quand même pour un témoignage, il n'y avait pas les noms, mais pour Charbonnier, il y avait C. Pour Devis, il y avait D. Et quand vous lisez le truc, c'est assez fort parce que, et après, il se dit non, bon voilà, ça a été édité, et après, il a le courage, il met les vrais noms. Ce qui avait fait aussi réagir beaucoup de familles citées. Alors, Jean-Louis a dit à un moment que ce texte était un texte universel, et il l'est des deux côtés, si je puis dire, parce que, évidemment, le personnage de Henri Alleg nous fait penser à tous les personnages qui ont résisté à la torture et qui n'ont pas parlé. Quelque part, André Malraux dit que la seule question, je cite de mémoire, hein, c'est pas les mots, mais c'est bien l'idée, que la seule question sérieuse, c'est de savoir si on est capable de résister à la torture. Bon. Et donc, ça fait penser on peut énumérer toutes les situations où quelqu'un n'a pas parlé. Bon, chez nous, c'est Jean Moulin, mais dans le monde entier, on a évidemment des exemples analogues. Mais je m'intéresse aussi à l'autre côté, au côté obscur de la force, les tortionnaires. Qu'est-ce qui peut faire qu'un être humain en vienne à pratiquer en toute bonne conscience et même fier de lui de telles actions, que ce soit en Algérie ou que ce soit par exemple au Chili de Pinochet. Des livres accablants ont paru sur les prisons et les centres de torture au Chili après la prise du pouvoir par Pinochet, et on retrouve, alors c'est pas le style d'Henri Alleg, chacun raconte à sa manière, mais on retrouve exactement les mêmes structures mentales, etc. Est-ce que, vous qui avez
vous êtes immergé dans cette pièce et donc dans ces problèmes quasiment métaphysiques pendant un moment. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette mentalité du tortionnaire? Moi, je pense qu'on est porteur en nous de la plus ignoble barbarie et de la plus belle beauté. Il me semble que c'est l'espèce humaine, hein, comme dit l'autre. Donc, moi, je suis pas exactement au même endroit que vous dans la pensée. Moi, je suis presque étonné qu'on arrive à la dompter autant, la barbarie, tellement elle fait partie de nous quand même. Hein. Donc, on lutte pied à pied contre tous ces monstres, tous ces démons qu'on a en nous, et dès que quelque chose permet... moi, c'est ma génération, c'est la génération Sarajevo, la guerre en Yougoslavie. J'avais beaucoup d'amis dans l'ex-Yougoslavie qui se sont trouvés tout d'un coup, voilà, toutes les familles, il y avait des Croates, des Bosniaques dans toutes les familles. Et mes amis de là-bas m'ont raconté ça magnifiquement. C'est comment du jour au lendemain, quand on est face à des situations qui nous tombent dessus, auxquelles on ne s'attendait pas, et ben là, toutes ces questions-là, d'à quel endroit on arrive, bon, bah, c'est aussi toute l'histoire pendant la... Moi, finalement, parce que là, on parle de deux catégories. On parle du tortionnaire et de celui qui résiste. On parle pas de celui qui se planque, qui fait rien et qui fait comme si rien ne se passait, qui est aussi une autre catégorie, peut-être intéressante à aller creuser, parce que c'est ça, voilà. Finalement, celui qui torture et celui qui sont torturés, c'est horrible à dire, mais ils prennent un risque. Il y en a d'autres, ils n'en prennent aucun. Hein. Voilà, moi je dirais ça. Donc après, je dis souvent ça aux jeunes gens, parce que j'ai beaucoup enseigné à des jeunes acteurs qui disent toujours: ah là, je vais faire un contre-emploi, je vais jouer une ordure, un tortionnaire, etc. Comment je vais trouver ça en moi, se disent-ils? Et je dis, bah non, va chercher, c'est là, c'est sûr que c'est là. C'est à réveiller quelque part, mais c'est forcément là quelque part. Il me semble qu'on est tous porteurs de ça. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma réponse, quoi. Oui, en fait, je suis là. Oui. Sur la question des tortionnaires, dans la pièce, il est à 2 fois fait mention de tortionnaires qui se vantaient d'être des nazis. Par 2 fois. Et qui se vantaient donc d'être des nazis. Et ce qui est assez frappant, parce que moi je voudrais plutôt être sur le côté politique, c'est qu'en fait, ils étaient commandés par un ancien résistant, le général Massu. Faut pas l'oublier. Faut pas oublier les commanditaires de cette torture. C'est qu'en fait, à vrai dire, c'était pas le petit para qui agissait par lui-même. Sûrement qu'il y avait des tendances mortifères chez lui, évidemment, mais c'est parce que simplement il était couvert. Il était couvert d'ailleurs. On ne retrouvera jamais aucun écrit qui dit il faut torturer. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. On ne trouvera jamais. Par contre, effectivement, on a érigé. Massu va dire, en 73, on a institutionnalisé la torture. Lui-même, il le reconnaît. Il dit, on a institutionnalisé. Et c'était une erreur, le dit-il. Pourquoi une erreur? Parce que tout simplement, la torture, elle était faite pour quoi? En fait, c'est pour le renseignement, en réalité. C'était quoi? C'était de trouver, effectivement, Allègre, on cherchait à savoir, effectivement, quels étaient ses copains. Oui, mais enfin, à vrai dire, c'est effectivement de l'information. Mais il se trouve que, et les militaires le reconnaîtront plus tard, qu'en fait, la torture n'a jamais été aussi vraiment efficace au sens d'apporter les informations. Donc, en fait, à vrai dire, c'est quelque... Bon, ceci dit, ça n'a pas empêché du tout, parce que ce que vous soulevez est très juste. Vous avez parlé du Chili, je dirais l'Argentine. En fait, les maîtres des tortionnaires argentins et chiliens, c'était des Français. Oui, enfin, bonsoir et merci encore pour ce formidable spectacle. Mais Stanislas, je me permets de vous prendre ce prénom simplement. Vous avez justement évoqué la banalité du mal d'Hannah Arendt et moi ça me fait penser justement au procès Eichmann qui est exactement dans le même contexte, à savoir une personne qui prétend en tous les cas tel qu'il l'a présenté et que Hannah Arendt l'a expliqué,
à savoir qu'il ne faisait que exécuter des ordres, qu'il n'avait pas une intelligence absolue, mais simplement une façon de répondre aux ordres. Et je pense que ce que vous évoquiez tout à l'heure, la torture, même si les ordres n'étaient pas écrits, ils étaient présents, hein, voilà, au plus haut niveau, sans doute. Donc je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur Hannah Arendt, mais c'est fabuleux. Après, évidemment, il y a le zèle hein, au milieu de ça, c'est-à-dire on va le roussir. Tiens, je n'ai jamais vu ça, dit Charbonnier sur le ton de quelqu'un qui va faire une nouvelle expérience. Donc évidemment, il y a de tout, quoi. Il y a le contexte, quoi. De toute façon, l'hystérisation aussi, le phénomène de groupe, etc. Hein. À chaque fois, ils sont tous là. Hein. Quand ils torturent, ils sont pas seuls, ils sont plusieurs. Donc, ils sont plusieurs à cautionner. Il y en a pas un qui arrête, etc. Mais sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur toute la Guantanamo, etc., toutes ces questions-là, c'est-à-dire, moi, à chaque fois que je rentre en scène, hein, je sens dramatiser le truc. Je sais qu'au moment où je rentre en scène, il y a sans doute quelqu'un en Syrie ou en Ukraine ou en Russie ou au Yémen ou je sais pas quoi qui est en train d'être dans une cave et d'être torturé, quoi. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est qu'évidemment le texte il parle de là, d'aujourd'hui, quoi. Hélas. C'est bon, j'ai celui-là. À propos du bourreau, enfin, on va dire de la banalité du mal, et en se situant de l'autre côté, ce que notre ami évoquait, on avait travaillé un peu sur le texte de Jérôme Ferrari où j'ai laissé mon âme, parce que il y a une réflexion là-dessus qui est énorme, et juste une phrase qui est d'une force inouïe, quand il dit qu'avez-vous fait de moi, mon Dieu? Qu'avez-vous fait de moi? Et un peu plus tard, je n'ai pas de demeure, pas même en enfer. Chaque matin, il faut retrouver la honte d'être soi-même. Alors, est-ce qu'on est bien dans sa peau dans ces cas-là? Il y a aussi ce que Stanislas disait, hein, de celui qui s'en lave les mains. Là, on est dans l'acte de torture. Là, on avait pas mal travaillé sur cet aspect bourreau qui n'est pas la facette d'Oleg, mais effectivement, c'est hyper présent. Mais cette dépossession de soi-même, qu'avez-vous fait de moi, mon Dieu, qu'avez-vous fait de moi, est terrifiante. Et ce qui est intéressant aussi, là, quand on parle avec les spectateurs qui sortent du spectacle de plusieurs générations, ressort l'histoire, les non-dits des familles, les choses qui sont à un endroit. C'est quand même aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je trouve intéressant de faire entendre ce texte-là, c'est quand même un moment de notre histoire on est loin d'avoir purgé, quoi. C'est-à-dire combien de familles où il ne s'est rien passé, c'est un moment qui ne s'est pas passé, on n'en parle pas. C'est pas du tout traité, je sais pas aujourd'hui dans l'éducation nationale. Moi, à mon époque, c'était pas enseigné. Et toutes ces questions-là, toute la question des guerres de décolonisation en France, etc., sont quand même des questions terriblement restées sous le boisseau, opaques, y compris dans les familles, quoi. Je discutais avec un ami à moi, Falk Richter, qui est auteur et metteur en scène ce matin, et pour lui, c'était étonnant parce que en Allemagne, il n'y a pas eu le choix. C'est-à-dire après 45, c'est-à-dire on a dénazifié, je sais pas comment on dit ça. Donc, les générations suivantes ont été obligées de regarder ça dans les yeux. Nous, nos familles, notre histoire, il n'y a pas eu cette chose-là. Donc, il reste aussi cette espèce de serpent de mer qui est dans le coin et avec des non-dits et des silences qui font mal, je pense aussi dans les familles. Et c'est marrant, hier, il y avait deux très jeunes gens dont les parents étaient pieds noirs qui me disaient « Mais moi, j'essaye de faire parler mon grand-père, je sens qu'il y a des choses terribles qui se sont passées, il me dit rien, je comprends pas pourquoi. » Enfin, c'est assez beau, parce que ça, les discussions après le spectacle.
Merci, merci. Donc nous sommes un peu contraints, mais pour le spectacle vivant, donc de libérer les gradins. Donc c'est bien dommage, mais vous voyez, c'est inépuisable, c'est complexe. On n'a pas parlé de colonialisme, on a parlé de la torture, certes, et de l'avenir de l'Algérie. Voilà, et la réconciliation possible peut-être un jour. Maurice Audin. Toute ouverte. Ça commence. C'est ça dont on aurait pu parler, mais on n'a plus le temps. On n'a vraiment plus le temps. On est obligé. On est désolé. Bravo encore une fois. Il faut les applaudir très très fort. Stanislas et Laurent. Merci pour votre travail.